Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. On va reprendre quelques jours après le dernier scénario, mais on va reprendre in media res. Donc on doit être maintenant mi-février ou troisième semaine de février 2080. L'hiver berlinois est toujours le même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de neige, il pleut, il fait froid. Alors en février, quand même, le temps parfois se lève un peu, donc on va dire qu'il y a 1 ou 2 jours, vous avez vu le soleil. Alors il y a un effet amusant en février, c'est que quand le soleil sort, ça fait sport d'hiver. C'est comme l'espèce de ciel bleu avec un froid très très prenant qu'on peut avoir quand on va à la montagne. Et puis évidemment, comme il fait très sombre jusqu'en février, que la nuit se couche tôt, dès que le soleil apparaît un peu, les gens sortent. Vous voyez plein de gens se griller des clopes avec des parkas polaires et des manteaux, ou alors aller piger dehors en plein soleil, mais avec 3 couches de manteau. Pas un temps à être dehors, mais le berlinois profite de la lumière quand elle apparaît. Et alors donc, on va reprendre au milieu de l'action, puisque au personnage, on va accepter une mission pour votre éternel employeur Crystal Kint et son ami Blitz. Les deux vous ont embauché pour aller faire encore une fois de la récupération de vieux matos. Il faut ce coup-ci récupérer un composant, ce qu'on appellerait aujourd'hui une carte mère, mais en gros un composant principal pour serveur matriciel. Alors serveur matriciel, encore une fois, des années 2050, d'il y a très longtemps. Mais par contre là c'est un vrai morceau de haute technologie de l'époque. C'est pas un truc que vous allez ramasser dans les poubelles, c'est un truc que vous allez trouver en fait, d'après les informations de Bits, c'est un truc que vous trouverez dans un ancien centre de données de Cyber Group, situé dans ce qu'on va appeler un bunker, parce que c'est dans le sous-sol, c'est enterré et c'est un peu fortifié, mais c'était pas un bunker au sens un bunker qui a fait la guerre. Et donc c'est une construction, c'est un centre de données qui était donc sous le territoire de Cyber Group, qui à l'époque des années 2050 débordait un peu, était plus grand que ce qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont vraiment le quartier de Temple Off, et à l'époque, ils avaient un peu ils avaient réussi à mordre un petit peu sur Kreuzheim, ce qu'on appelle aujourd'hui Kreuzheim, qui est un quartier qui est à côté. Pour rappel, Kreuzheim, c'est la fusion de Kreuzberg et de Friedrichshain. Kreuzheim. Kreuzheim, c'est aussi là où se trouvait le Kreuzbazar. Et alors donc, c'est dans un ancien centre de données, et donc vous avez accepté, vous avez fait, il a fallu un peu de recherche pour savoir comment on pouvait y rentrer. Alors si, un point important, c'est pourquoi d'un seul coup Blitz veut aller là-bas. Donc parce qu'il sait que là-bas, il y aura probablement le composant qu'il cherche, mais surtout le serveur en question, le serveur au sens Shadowrun, donc le host, le serveur en question est récemment réapparu dans la matrice filaire. C'est-à-dire les gens qui ont accès à la matrice filaire de Berlin ont vu qu'il était en ligne, ou du moins c'est ce que raconte la rumeur. Donc s'il est en ligne, c'est qu'il marche, donc la pièce est récupérable. Et donc vous avez repéré comment vous faufilez à l'intérieur des sous-sols de Berlin, et pour atteindre en fait l'ancien centre de données souterrain près de l'aéroport de Tempelhof, de l'ancien aéroport de Tempelhof, qui est devenu l'enclave de Cyber Group. Et donc on va reprendre quand vous faufilez dans les sous-sols de Berlin. Vous allez trouver différents accès. En gros, vous êtes allé près de dans Kreuzheim. Vous avez trouvé un premier accès qui vous a amené à un réseau de caves qui était un peu relié à la sauvage. On vous avait dit que dans ce réseau de caves, vous trouverez une entrée qui déboucherait dans l'ancien système d'évacuation d'eau de Berlin, les anciens égouts, des égouts qui ont été en fait à moitié bousillés pendant les Eurowars et qui sont plus utilisés. De là, vous avez forgé un chemin pour atteindre ce qui était une époque, pour atteindre une autre partie des égouts qui, elle, fonctionne encore. Et là, quand le scénario va commencer, vous arrivez en vue de ce que Bits, parce que Bits vous a accompagné, c'est ça que je veux dire qui est important. Bits est venu avec vous parce que Bits, il a des compétences de d'équerre. Lui, les cartes mères des années 2050, il en a démonté, quoi. Donc, il saura faire, contrairement à vous. Du moins, c'est son postulat. Et donc vous êtes avec Bits et vous êtes environ à 20 mètres, vous venez de passer le coin, vous êtes tout le temps de passer le coin du chemin d'égout où vous êtes. Donc vous êtes dans un égout, donc il y a un canal d'égout, donc vous êtes sur le petit rebord qui longe le canal d'évacuation. Vous regardez un peu sur la droite pour voir où est-ce que ça mène, et vous voyez qu'il y a ce que Bits décrit comme étant une frontière de quartier. Il dit à l'époque où c'était des quartiers, où il y avait des quartiers de anarchistes, et quand les corporations ont commencé à construire leurs enclaves, il y a eu des séparations brutales. Et en fait, typiquement, comme là on est à la limite entre Kreuzheim et l'enclave de Cyber Group, il y a une époque, c'était gardé, quoi. Et alors en fait, vous regardez effectivement le tunnel, au lieu de continuer environ 20 mètres devant vous, en fait comme c'est une canalisation d'égout, elle part en T, mais il y avait une ouverture qui continuait plus loin dans la bonne direction.
Et cette ouverture est entièrement barricadée, mais vraiment barricadée à la mode sauvage. Hein. Des planches de bois, des briques, de la merde, du tissu. Enfin, vraiment, on a empilé plein de merde. Et il y a un gros logo anarchique qui a été tagué au milieu de tout ça. Fuck Saeder Group, machin. Donc, il y a une sorte de barricade de fortune hein, qui bloque le chemin. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Et alors je vais repasser la parole immédiatement et donc Blitz conclut en regardant le truc en disant ouais alors en plus non seulement c'était barricadé à la sauvage mais généralement soit de l'un côté ou de l'autre on se prémunisait de toute intrusion en mettant des pièges en tout genre à l'intérieur quoi. Bref votre travail à vous pas de facilité dit-il en se tournant vers Gentle. Alors pour ma part je suis un ancien employé de Cedar Group. Donc j'ai un petit peu des connaissances dans le schmilblick. Ça me dit quelque chose ce coin? J'ai déjà eu l'occasion de travailler par là ou pas? Travailler, je sais pas, on va voir, mais je vais te dire ce que tu en sais déjà. Alors donc comme on est sur la carte de Berlin, je ma souris pour voir où vous êtes sur la carte. Ça vous en dira un peu plus. Tuc. Ouais, en gros vous êtes. Alors vous vous rappelez dans le premier scénario, pas de la campagne puisqu'on l'a pas joué, on l'a pas enregistré, mais le scénario qu'on appelle Shot Tricks. Que vous avez tous fait un moment un autre. Ça situé au niveau de la porte Delta qui était là où est ma souris en gros. Ou un peu plus bas, enfin je crois qu'elle était par là. Vous êtes un peu plus vers le nord, vous êtes un peu plus par là où je suis en train de dessiner. Alors en fait j'ai un module ping maintenant. Ouais, voilà, là où j'ai fait un ping. Vous êtes par là. Alors effectivement, toi tu sais que il y avait des installations qui avaient poussé en dessous du quartier de Kreuzheim, que Saeder Group avait profité à une époque. Alors ça remonte aux années 50, tu sais plus si c'est avant ou après la reconstruction du mur, mais tu sais que dans les années 40-50, Saeder Group s'était approprié un peu le sous-sol, avait un peu envahi le sous-sol et avait profité notamment de récupérer une infrastructure qui remontait à l'avant, enfin qui avait été endommagée par l'Euroguerre et avait commencé un peu à la cannibaliser. Et en fait, quand le mur de Berlin a été construit, quand la ville est redevenue indépendante et devenue anarchique, dans mes souvenirs, c'est en 2049, mais je suis pas sûr. Et ben du coup là, effectivement, il y a des zones entières qui ont été coupées subitement parce qu'en fait, les anarchistes, ils ont été dans leur cave et puis ils ont coupé les câbles. Et donc en fait, l'archéologie de Tempelhof, qui grossissait un peu comme un iceberg sous la terre, a été rabotée. Alors, juste pour redécrire l'archéologie de Tempelhof, donc c'est tout le quartier qui est en jaune, c'est une sorte de quartier enclave corporatiste qui appartient à Saeder Group qui est construit autour de l'aéroport de Tempelhof. Aéroport qui aujourd'hui dans la vraie vie n'est plus en fonction, c'est un parc, on peut aller se promener dans le parc si on veut. Par contre, dans Shadowrun, il fonctionne toujours puisque c'est en gros, il sert d'aéroport pour les vols suborbitaux de Tempelhof. Et alors oui, ce que je veux dire, c'est que vous le connaissez tous parce que tout le monde a vu Indiana Jones 3 et c'est celui qu'on voit dans Indiana Jones 3 avec le marqué Berlin Tempelhof avec le petit Zeppelin, la séquence où il dit pas de passeport et l'aéroport ressemble toujours à ça aujourd'hui et dans Shadowrun, mais il ressemble à ça avec autour une ville moderne du futur. Et alors c'est ça que je vais terminer là-dessus parce qu'en plus comme t'es Rager, tu peux le savoir en plus. Tu crois te souvenir que effectivement une partie de l'installation des commandes matricielles des vols suborbitaux, des premiers vols suborbitaux qui avaient été installés à Tempelhof, avaient été placés dans ce bunker ou dans cette zone à l'abandon, parce que justement, c'était sous terre et isolé, donc il y avait pas de signal, machin, et ça protégeait bien en cas de bombardement. Ça s'assurait que même si jamais le quartier était attaqué, les vols suborbitaux n'iraient pas se crasher. D'accord. Répond à ta question ou tu voulais en savoir plus? Non. Après, j'imagine que moi, j'étais rigueur, donc je faisais pas des vols suborbitaux, donc il n'y a pas de raison que je sois allé là spécifiquement, mais c'est déjà bien. Merci. Alors donc, je propose qu'on passe la parole à DMG, voir ce qu'en pense DMG, qui déjà doit être un peu gêné parce qu'en étant autant sous terre, la connexion à la matrice est assez ténue. Alors, en fait, comme on s'approche là de notre cible, je cherche s'il n'y a pas des boîtiers relais, par exemple, dans les tunnels, des câbles vers lesquels qui pourraient me guider vers ce genre de boîtiers ou de vieux terminaux qui seraient peut-être branchés là-dessus. Alors du coup, je vais demander de faire un jet de perception et on va passer la parole à Weasel pendant ce temps. Donc on est dans les tunnels là, c'est ça? Oui. Dans les tunnels, et tu nous as dit que c'était Crystal Kind directement qui nous a embauchés. Oui, Crystal Kind avec Beat, et Beat vous accompagne. D'accord. Donc moi je suis ravi de découvrir de nouveaux horizons dans ces tunnels. Je jette un coup d'œil en astral, voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient se cacher sous le sol. Et là on est à l'entrée d'un tunnel, il y a une porte ou vraiment on est juste prêt à rentrer quoi.
Alors, je vais répéter la description. En fait, vous êtes arrivé vous êtes en gros à la frontière entre le quartier de Kreuzhain et le quartier de Tempelhof, mais sous le sol. Vous êtes arrivé à une frontière en fait qui était dessinée. Donc en fait, il y a un tunnel qui continue droit vers le quartier de Tempelhof, qui est droit vers votre cible. Hein. Vous pouvez prendre ce tunnel-là en fait, qui est aussi une canalisation d'égout abandonnée. Vous atteindrez l'endroit où vous voulez atteindre. Par contre, ça a été barricadé à la sauvage. Donc il y a plein de mètres qui ont été mis devant, et notamment ils ont tagué un gros logo anarchie, un gros fuck Side Air Group, etc. Et comme vous disiez Blitz, à l'époque où les hostilités étaient plus fortes entre les quartiers néo-anarchistes et pas juste alternatifs et les quartiers corporatistes, généralement d'un côté ou comme de l'autre, on avait tendance à garder ces points de contrôle souterrains ou alors les piéger. Donc un peu à base de petits conseils de prudence, ils vous recommandent de pas vous lancer à fond dans le tunnel comme si de rien n'était. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir dans un coin et je vais passer en astral, en projection astrale. Déjà, regarder autour de nous qu'il n'y ait pas de signe de vie astrale. Et peut-être essayer, du coup, s'il n'y a rien, de rentrer un petit peu dans le tunnel en avance pour voir s'il n'y a pas des ghouls qui pourraient se balader ou des choses comme ça, quoi. Ah, très bien. Bah, écoute, je vais te répondre à ça à la prochaine narration. Je voudrais revenir à, du coup, avant que je conclue et que je dise ce qui se passe pour DMG et pour Weasel, est-ce que tu as une action à faire, Gentle ? Ouais. Donc la zone qui est barricadée, c'est complètement étanche entre guillemets. Il y a absolument rien qui passe ou un micro-drone peut quand même traverser. Alors, très bien, tu as pris une bonne manière de décrire le truc. Un micro-drone sans problème, c'est pas étanche. Un petit drone pourrait probablement négocier son passage, mais risquerait de décailler sa peinture, voire de se cabosser un peu. Et par contre, un drone moyen passera pas et un humain non plus, quoi. Même Weasel, qui est tout petit dans mes souvenirs, parce que c'est un gnome, même lui, pas gagné pour qu'il passe dans les trous. Quelques coups de pied au cul, ça va passer. Non, mais je vais envoyer mes drones Kanmushi. Un de mes drones Kanmushi se faufiler pour voir ce qui est possible de déblayer ou s'il y en a 4 mètres, c'est pas la peine. Bah du coup, je te propose de faire un test de perception. Je pense pas qu'il y ait de bonus par rapport au drone, mais en gros, tu utilises tes yeux par l'interface des drones. Je vais te laisser faire ton jet de dés. J'ai fait 2 succès. Et en fait, tu remarques qu'elles sont quand même... alors, dans le quartier d'où vous venez, elles étaient souvent un peu endommagées, plus tellement utilisation, plus maintenues au goût du jour. Celles que tu vois à l'extérieur qui tournent le long du mur et qui passent sous la barrière pour rentrer dans le quartier de Side Air Group ont l'air déjà en meilleur état. Ils sont encore bien gainés. T'imagines que si tu arrives à rentrer en contact avec ces gaines, tu devrais pouvoir te connecter au système sous-jacent, enfin, tu vois, au réseau sous-jacent. DMG, tu remarques effectivement qu'il y a des gaines en plus ou moins en bon état le long des deux murs de chaque côté de l'espèce de frontière improvisée, là, l'espèce de barrière. Donc ces gaines-là sont bien encastrées dans le mur et puis bien protégées par un boîtier. Donc là, tu penses que celles-là sont encore utilisées. Elles passent en fait, elles longent le mur, les deux murs de chaque côté. Donc elles passent, elles tournent, elles passent à l'intérieur du tunnel malgré la présence de l'espèce de barrière improvisée. Donc tu imagines que ces deux gaines-là, tu dois pouvoir effectivement t'y connecter pour accéder au réseau matriciel qui est en dessous en fait. Très bien, donc je me mets au niveau du boîtier qui est relié à ces câbles et je pose ma main sur le boîtier pour me connecter directement à la matrice filaire. Ok, alors juste que tu t'approches discrètement, tu y vas prudemment, tu prends pas la gaine qui est juste à côté de la frontière que vous voulez traverser, tu la prends un peu en amont pour être sûr de pas être à portée d'un éventuel piège ou un truc. Et donc voilà, je reviendrai à toi dans quelques instants. Je vais enchaîner avec Weasel. Toi, Weasel, t'as profité de l'instant pour laisser ton corps tomber pas dans les égouts mais par terre, et t'as quitté ton corps pour projeter dans l'astral. T'as observé l'astral autour de toi. L'astral des égouts est pas très joyeux, hein. Alors, il n'est pas non plus trop déprimant. Vous avez vu des trucs plus gros qu'à Berlin, notamment l'astral dans le quartier chaud un peu sordide. Il fait moins bon qu'ici. Ici, il y a un côté très très. L'astral sent un peu le vide et l'absence et l'espèce de lenteur d'exister, quoi. En fait, l'astral est un peu rythmé par l'espèce de vitesse très lente à laquelle l'eau s'écoule. Par contre, il fait froid dans l'astral. C'est un endroit qui est pas vraiment vivant. Quand tu ouvres les yeux, t'es entouré de terre. Contrairement à d'habitude, tu peux toujours voir au-dessus ou à droite. Enfin, tout est un peu translucide quand t'es dans l'astral. Donc, t'es habitué dans l'astral à avoir une sorte de vision à 180 degrés. Là, par contre, tu sens vraiment le poids du sol. Enfin, toi, c'est bien épais au-dessus. Il n'y a pas de transparence. Les murs sont bien épais, c'est pareil. Donc, c'est un peu plus dans l'astral, c'est un peu claustrophobique qu'en temps normal.
Par contre, pas d'esprit ou d'aura après local qui attirait ton attention. Vous avez personne qui vous observe. La barrière est pas protégée par un esprit qui aurait été laissé là ou autre chose, ou plutôt un esprit indépendant qui en aurait fait son domaine. Donc tu optes pour avancer doucement dans l'astral en direction de la barrière, puis la franchir. Donc elle pose aucune, enfin pour le coup c'est une pile de détritus. Hein, passer dedans dans l'astral pose aucun problème. C'est un peu désagréable quand tu traverses la pile parce que tu as l'impression de traverser une pile de déchets quoi. Donc au moment où tu la traverses, tu sens un peu l'odeur de peinture mal séchée, de vieux trucs acryliques. Enfin voilà, c'est pas très agréable. Et puis tu émerges astralement de l'autre côté de la barrière. Alors tu vois qu'elle n'est pas si épaisse que ça, hein. Il doit y avoir un demi-mètre de déchets empilés. Et quand tu émerges de côté, c'est de nouveau une canalisation d'égout qui est beaucoup plus sombre. En tout cas dans l'astral, elle apparaît beaucoup plus sombre parce qu'elle a beaucoup moins... par rapport à celle où vous êtes, elle est encore moins reliée à la vie. C'est-à-dire qu'elle est coupée du monde depuis plus longtemps que l'endroit où vous êtes. Et par contre, à vue de nez, ça reste une canalisation d'égout qui continue comme ça, tout droit. Donc à droite et à gauche, vous avez des petits chemins qui accompagnent la canalisation. Et dans l'astral, c'est tout ce que tu peux deviner. Après, tu peux te manifester pour en voir plus. Mais si tu te manifestes, du coup, tu seras visible. Donc s'il y a quelque chose qui est en mesure de te voir à côté, il pourra le voir. Alors évidemment, s'il y avait quelqu'un comme un esprit ou quelqu'un qui a une aura, tu le verrais. Mais par exemple, s'il y a une caméra qui est posée là, il se peut que pour toi, elles sont invisibles dans l'astral. Donc, je vais vous laisser reprendre, mais je vais terminer avec la perception de Gentle. Donc toi, tu as envoyé ton drone, donc tu as traversé avec le petit drone, tu as traversé sans aucune difficulté la barrière, donc tu as volté dans les différents trucs. Par contre, ce que tu as remarqué, c'est que tout de suite, c'est que Beats avait raison. En fait, quand tu es passé avec le drone à travers la barrière, tu as vu qu'il y a planqué dans la barrière, il y a des mines qui sont planquées à différents endroits. Alors elles sont planquées dans la barrière, donc c'est dur de les voir de l'extérieur. Par contre, quand tu passes dans la barrière avec le drone, tu les vois assez facilement. C'est des vieilles mines, hein. C'est des mines qui remontent facilement à 10-20 ans. Hein. En fait, il n'y a pas même une au niveau du sol, côté Cyder Group, qui est vraiment la vieille mine bouton poussoir, comme on les voit dans les films, quoi. Le truc rond où il y a un gros bouton et quand tu marches dessus, ça explose, quoi. C'est vraiment pas... Magnifique. Voilà. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il doit y avoir 3-4 mines et puis tu penses pas que tout marche encore, mais il y en a. Et donc, tu émerges de côté du tunnel, tu vois le grand tunnel qui continue. Tu sais que grosso modo, dans ce tunnel, cette canalisation d'égout, votre objectif est environ à 20 ou 30 mètres. Et effectivement, quand tu commences à t'engager avec ton drone qui doit voir en infrarouge, parce qu'il n'y a pas de source lumineuse, tu distingues que il y a environ à 20 mètres sur la droite, il y a un premier renfoncement. Puis il y a une dizaine de mètres de plus ou une douzaine de mètres de plus, il y a un second renfoncement sur la droite. Et ces deux renfoncements sont émis une très légère fluorescence rougeâtre en infrarouge. Donc tu penses que ces deux renfoncements est émis une petite source de chaleur. Après, bon, il faudra aller regarder pour voir ce que c'est. Le problème d'aller regarder, c'est te risquer remarque, t'as un mini drone, tu prends beaucoup de risques, mais bon. Oui, j'ai un mini drone qui va marcher le long du plafond dans l'angle et qui va s'approcher doucement. La gaine sur laquelle DMG s'est connecté, elle continue où? Dans un des renfoncements ou tout droit ou... Ouais, en fait, de chaque côté de la canalisation, elle continue de chaque côté de la canalisation. Sur chaque mur, t'as un petit couloir de gaine qui a été renfermé par une boîte métallique. C'est en très bon état. Par contre, c'est du vieux. Et ça n'a pas été maintenu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en bon état parce que c'était bien construit à l'époque. Hein, c'était de la collection Cyder Group, du solide. Par contre, quand tu regardes les gaines, on va dire que tu poses un de tes robots dessus. La gaine, elle n'a pas été maintenue depuis 20 ans, mais enfin, la boîte qui contient la gaine n'a pas été maintenue depuis 20 ans, mais elle est toujours entre bon état. Ok, et donc elle part dans les renfoncements ou elle continue plus loin dans le chemin principal? Oui, celle de droite, puisque les deux renfoncements sont à droite de manière consécutive. Celle de droite a l'air effectivement de tourner avec le renfoncement. Ok, je continue avec mon drone tranquillement et discrètement à aller en direction des renfoncements pour voir ce qu'il dissimule. Ok. Alors du coup, tu fais ça et je vais du coup revenir à DMG qui lui pendant ce temps a posé sa main sur la gaine et effectivement parmi les réseaux électriques qui sont sous ta main, il y a un réseau encore filaire de matriciel. Alors c'est extrêmement une sensation, tu t'es un peu habitué à le faire, hein, comme récemment ton personnage a découvert le pouvoir, la submersion de Skinlink. C'est quoi en français Skinlink? C'est contact direct, je crois. Interface épidermique. Ah oui, d'accord, ok. Interface épidermique, donc c'est quelque chose que tu connais pas mal. Enfin, que tu t'es habitué maintenant depuis, mais quand tu te connais ton vieux réseau matriciel, c'est très étrange, quoi. C'est pas du tout les mêmes réflexes que t'as. C'est pas la matrice d'avant les protocoles de 2075, c'est pas celle d'après.
C'est un peu comme si du jour au lendemain, on demandait d'aller sur Internet avec un Minitel, quoi. La connexion à la matrice filaire de Berlin est toujours un peu perturbante pour toi. Tu découvres un réseau à la réalité virtuelle. Alors, en gros, t'es pas en vraie virtualité virtuelle, t'es pas couché par terre dans les égouts, t'as fermé les yeux, t'as posé les câbles et en fait, tu te forces à visualiser la matrice dans ta tête, en fait. Donc, c'est l'équivalent de l'AR avec la matrice d'avant. Et donc tu vois un réseau vraiment pour le coup qui fait très old school, c'est-à-dire que tu vois des flux de données qui ressemblent à des gaines matricielles qui passent, des espèces de couloirs de la matrice, quoi. T'as l'impression d'être dans un couloir qui relierait deux bâtiments un peu à la Tron, tu vois. T'es entre deux serveurs. Alors ce qui est amusant, c'est que c'était construit, c'était une iconographie qui était construite pour héberger un trafic matriciel extrêmement dense à l'époque. C'était des autoroutes d'information. Donc imaginons un monde à la Tron où vraiment tu t'es supposé avoir des milliards d'icônes qui longent le corridor dans lequel tu viens d'arriver. Sauf que là, effectivement, comme c'est la matrice filaire de Berlin, en fait, il y a personne sur ce câble de réseau, quoi. Il y a que ton persona. Il y a que mon persona. Dans les parages immédiats, il y a que ton persona, quoi. Ouais. Avec un petit défaut de résolution, parce que du coup t'as pas la même icône. Il faut un peu de temps pour que ton living persona, enfin ton persona vivant arrive à s'adapter aux conditions d'exécution dans la matrice filaire. Eh ben écoute, ça a l'air plutôt rassurant côté matriciel. Je vais quand même faire un petit tour dans les alentours de manière à m'assurer qu'il n'y ait pas des trucs qui traînent. Par exemple, en remontant donc ce grand tunnel vide. Pour vérifier que justement je capte pas directement des appareils, voire des CI d'un autre temps. Alors du coup, j'assume que tu cherches à être discret, donc je vais te demander de faire un test de hacking juste pour qualifier à quel point tu es discret et à quel point un opposant éventuel pourrait te remarquer, quoi. Et je vais repasser la parole à Weasel. Toi, tu voulais faire quoi pendant ce temps ? Moi, du coup, je vais continuer à avancer j'étais dans le tunnel de l'autre côté. Vu que je vois rien, je pense que je vais me manifester pour mieux voir. On est d'accord que si je me manifeste, je suis pas forcément tangible pour autant, donc je déclencherai pas de mine, rien a priori. Ah non, t'es un fantôme. Quand tu te manifestes, t'es un fantôme. T'apparais en fait comme une version fantomatique flottante de Weasel. Parfait, je vais faire ça alors. Par contre, tu peux être filmé. Enfin, ça se voit quand tu te manifestes. Physiquement, tu peux apparaître devant, on peut te voir, voilà. Oui, mais bon, oui, ok. Je peux prendre un petit peu de temps pour chercher des caméras si tu veux avant de te manifester. Ouais, c'est vrai que ce serait peut-être pas mal. Bon, alors dans ce cas, je vais continuer en astral, je vais continuer dans le tunnel, voir un petit peu où ça mène. L'idée, c'est vraiment d'explorer tout, de vérifier qu'il n'y ait pas d'esprit, de ghoul, de quoi que ce soit qui serait actif dans l'astral. Ou de barrières, ou de pièges magiques, quoi. Ce que tu peux faire, c'est de manière passer devant les ronflements. Passer de leur... juste pour la remarque, parce que je vois qu'Enkidu vient de coller une image pour montrer Obi-Wan Kenobi. Moi, la manifestation, je vois ça plus palo que Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Je vois vraiment le truc translucide, très fantomatique, plus proche du Gasper. Enfin, c'est ma vision des choses. Donc ouais, tu peux quand même continuer à passer dans le couloir au-delà des deux renfoncements pour voir ce qu'il y a plus loin. Tu bouges à la vitesse de la pensée, hein, donc tant qu'il n'y a personne dans l'astral pour te remarquer, ça va très vite. Donc tu fais un petit aller-retour éclair dans l'espace astral pour voir un peu s'il n'y a pas quelque chose plus loin. Le couloir continue au-delà des renfoncements. En fait, c'est une canalisation d'eau qui doit être reliée plus tard à quelque chose. Mais en tout cas, sur les 50 mètres devant vous, apparemment, il n'y a personne. Et quand tu passes dans les renfoncements dans l'astral, tu vois que dans l'astral, il y a une sorte de renfoncement que tu n'arrives pas très bien à voir. Et par contre, pareil, en fait, ta vue est bloquée dans l'astral, donc il doit y avoir une porte métallique très lourde ou un truc très lourd qui bloque. Tu n'as pas l'effet translucide habituel. Donc ça doit être une porte très lourde, soit éventuellement la porte a été doublée avec des bactéries pour être plus épaisse à l'astral. Voilà. Et donc du coup, je peux pas passer à travers pour voir ce qu'il y a derrière. Alors, tu peux prendre le risque de traverser la porte astrale, mais j'imagine qu'à ce stade-là, tu vas plutôt te matérialiser et attendre de voir que le drone ait fait le repérage, non ? Enfin, je sais pas. Ouais. Enfin, ce que je pensais, c'est bien analyser tout en astral, et après, je vais revenir dans mon corps pour pouvoir parler aux deux autres et dire ce que j'ai vu et leur demander s'il y a des caméras ou s'il faut que j'aille me manifester là-bas, quoi. Après, on est d'accord qu'il n'y a pas de... Notre mission n'était pas spécialement urgente. Il faut qu'on aille récupérer le truc, mais on aurait plus de temps s'il faut, quoi. Alors, on va faire pour répondre à ta question, on va faire un petit flashback. On va revenir au moment de l'entretien que vous avez eu avec Blitz et Crystal King, et où Weasel posait la question, mais en fait, cette mission, ça urge ou on a tout notre temps ? Et donc, Blitz te répond en disant, t'as répondu en disant,
techniquement, on a tout notre temps parce que c'est du vieux hardware, mais le fait est que quelqu'un a redémarré le serveur ou qu'il a été vu actif. Donc, il se peut que quelqu'un s'intéresse à ce qu'il y a dedans et peut-être qu'il va finir par prendre ce qu'il y a dedans et partir avec. Donc, moi, je préférais quand même qu'on agisse le plus rapidement possible. Bon, donc du coup, comme on n'est pas quand même dans la grosse urgence à avoir un fusil sur la tempe, je fais donc comme je dis, donc je fais bien le tour en astral tout. Dans mon corps, je discuterai avec les autres, savoir ce qu'ils ont vu, s'il y a des caméras à éviter. Je récupère ma connexion aussi avec eux pour voir éventuellement des caméras qui seraient marquées ou autres, pour pouvoir après y retourner, manifester aux endroits stratégiques et en savoir plus, quoi. Alors, du coup, on va revenir juste à la porte. T'essaies de pas te traverser la porte et quand tu t'en approches dans l'astral, tu réalises qu'elle est effectivement, alors que c'est une porte, tu la devines, sa structure métallique. Par contre, t'arrives pas à passer la main au travers. Il y a de la vie à l'intérieur et donc du coup, tu t'es bloqué par ça, quoi. Ok, donc du coup, t'es bloqué par ça. Tu peux pas aller plus loin. Enfin, il va falloir ouvrir la porte pour aller plus loin. A priori, c'est de la vie qui me bloque, c'est pas une barrière astrale, quoi. Ce serait juste probablement des bactéries ou un truc comme ça. Ouais, des bactéries. Et puis quand tu mets la main dedans, tu la retires assez vite parce que tu penses que les bactéries dans la porte, ça fait 20 ans qu'elles ont été installées, et elles ont l'air d'avoir bien proliféré, quoi. Tu vois, ça a bien grossi. Elles ont faim en plus. Elles ont faim en plus, ouais, elles te mangent. Ouais, et puis elles ont faim d'astral, je suppose. Non, c'est pas des bactéries, c'est pas des fabs, hein, c'est pas des fabs. Non, c'est pas des fabs. C'est juste en fait qu'il y a des bactéries, des petri dish à l'intérieur de la porte, ce qui fait qu'il y a de la vie, et la vie c'est un aura, donc t'es bloqué, quoi. C'est con, hein, mais... Ok, bon bah voilà, je reviens et d'une part j'informe mes compères de ce qu'il en est, et j'essaye de récupérer du coup les flux potentiellement partagés par l'un et par l'autre pour voir s'il y a des caméras et si ça peut être utile que je me manifeste de l'autre côté et où, quoi. Ok, alors du coup, c'est très... Peut-être maintenant il faudrait qu'on passe... Attends, il faut que je réponde à Enkidu et on va faire aussi ton drone. J'ai un peu perdu l'ordre de narration, mais je crois que c'est un peu à Gentle. Donc toi, on est tous en train d'observer, hein. Tu peux y aller dans l'ordre que tu veux. Oui, c'est vrai que de toute manière, voilà. Alors toi pendant ce temps, t'as envoyé ton drone qui a remonté la gaine et qui est passé à côté, donc t'es tombé sur la porte, effectivement, et tu réalises que la prudence a été de bonne aloi. Dans le premier renforcement, en tout cas, il y a effectivement une porte métallique qui a l'air assez massive, qui a clairement un look rétro, hein. Clairement, c'est une porte des années 2050, hein, enfin des années d'il y a 30-40 ans, mais elle est quand même très solide. Elle a même encore un boîtier de clé maglock. Il y avait déjà des clés maglock dans Shadowrun 1, donc il y avait déjà une clé maglock qui verrouille la porte. Et là, c'est ça que c'est plus intéressant. Au-dessus de la clé maglock, au-dessus de la porte, il y a une petite sphère noire plantée au-dessus de la porte dans le plafond, qui a un petit point rouge. En gros, c'est une caméra, hein, qui semble bien observer l'entrée. Ok, donc je signale à mes collègues qu'il y a effectivement des caméras de l'autre côté. Et je continue discrètement avec le drone pour aller vers le deuxième renfoncement et pour voir si c'est la même chose au niveau du deuxième renfoncement. Ok, alors pareil, hein, même histoire, hein, une caméra activée avec une lumière rouge, une clé maglock, le même renfoncement. Enfin, là, c'est vraiment la copie conforme, la copie de la seconde. Le temps que tu fais ça, je vais revenir à DMG qui lui parcourt sa balade dans la matrice. Donc toi, t'es remonté, tu t'es armé de ta discrétion naturelle, t'as mis ton persona en run, enfin en exécution silencieuse. T'as suivi le flux de données, enfin le chemin logique qui doit mener au serveur. Et effectivement, tu arrives très vite devant les portes du serveur. Donc en fait, ton personnage, il a remonté le fil électrique, puis là, il est au niveau de la prise qui connecte le gros serveur au reste de la matrice filaire. Alors le serveur est entièrement verrouillé, hein. Il prend l'apparence d'une énorme tour. En fait, c'est un croisement entre l'icône qu'on utilise pour les bases de données. Souvent, on a des icônes en forme de cercles empilés, là, de cercles épais empilés. Que là, c'est des cercles épais empilés qui deviennent de plus en plus petits. Ça a l'impression de faire une tour, mais comme une tour fortifiée, quoi. Donc c'est un truc assez impressionnant la matrice. Il faut mieux que le truc prend l'apparence d'un immeuble qui fait 400 mètres de haut, 200 mètres de large. Enfin, c'est un énorme truc. C'est conçu pour que pareil, il y ait plein de ports d'accès de données qui s'allument et qui s'éteignent tout le temps. À l'époque où ce serveur a été utilisé, ça devait être vraiment une vue impressionnante avec plein de bips et de lobes partout. Là, en fait, la tour entière est éteinte. Tous les trucs qui pourraient servir à s'allumer sont fermés, les portes sont verrouillées, enfin le truc est clos. Mais le serveur est là. Néanmoins, c'est pas ce que tu remarques immédiatement. Ce que tu remarques qui t'ennuie plus, c'est que devant le serveur, il y a deux icônes qui semblent, on va dire, presque patrouiller le serveur. Alors, à quoi on va pas retrouver ces icônes, Romain qui manque d'aspiration. Alors, en fait, déjà, toi, en tant que Decker, tu les reconnais pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire, tu te dis, ok, ces mecs-là, c'est des Decker corporatistes ou
ou des agents parce qu'il y a un côté un peu uniforme à leur look. Ils ont des icônes un peu, on dirait des samouraïs. Alors pareil, des samouraïs à la Tron et des samouraïs qui ont pas de, ils ont l'armure de samouraï, mais ils ont pas de visage, ils ont pas de main. Genre leur sabre est accroché à une ceinture qui n'existe pas. Alors voilà, ils sont reliés par des bouts de vide, mais des samouraïs couleur vert. Les deux sont couleur vert. Donc voilà, donc DMG, que fais-tu? D'accord. Alors, je suis pas un spécialiste de la préhistoire matricielle, mais je reste assez dubitatif devant cette iconographie qui fait plutôt penser à des corpos à des Japana Corp plutôt qu'à Cedar Group. Donc je suis d'autant plus prudent parce que si c'est un vieux système d'une autre corpo qui traîne sous une corpo autre, il y a peut-être quelque chose d'encore plus louche. Et je vais essayer de quand même m'introduire dans le serveur pour voir s'il n'y a pas des appareils asservis qui pourraient me donner plus d'informations sur ce qui se passera physiquement derrière. Alors, ce qui t'ennuie, c'est que quand même, pour passer te passer dans le serveur, ben, tu vas devoir faire évidemment en gros l'équivalent de Accounterfile, d'accéder, enfin de récupérer une backdoor de manière discrète, mais tu vas aussi potentiellement être vu par les mecs. Hein. Ils patrouillent, hein. C'est un peu comme si tu avais des patrouilles ICE qui surveillaient en permanence le serveur. Donc les chances de se faire repérer sont plus élevées que juste entrer dans le serveur, quoi. Donc pour ça, en fait, je vais utiliser la forme complexe d'infusion pour me booster un petit peu. Et aussi, au fil de l'eau, je vais utiliser ma forme complexe... juste derrière, je vais utiliser ma forme complexe de nettoyeuse pour cacher mes traces, pour rester plus discret pendant mon intrusion. Donc je vais prendre un peu plus de temps pour faire tout ça, mais j'aimerais avoir une vue rapide des appareils avant de me déconnecter. Ouais. Alors, ce que je considère, c'est que ça va pas être dur. Enfin, tu vas pas prendre de risque. T'as le temps, hein. T'es pas pressé par le temps, donc tu vas pouvoir faire tes deux formes complexes. Par contre, l'impact de la forme complexe d'effacement, ça va être le drain, en fait. Donc, alors parce que tu vas la faire après coup, la forme complexe d'effacement dans mes souvenirs. Donc, on va commencer par la backdoor, en fait, par l'infusion. Mais le vrai impact, c'est, faudra pas oublier le drain, quoi. C'est le drain qui compte beaucoup dans l'histoire. Donc, je te laisse faire les jets de dés qui vont bien pour ça. On verra ça ensuite. Et donc, je reviens à Weasel. Weasel, que fais-tu? Donc du coup, au vu des flux que Gentle nous a partagés, est-ce que ça a un intérêt que j'aille me manifester de l'autre côté? Est-ce qu'il y a des endroits qu'on n'aurait pas vus, où je pourrais me mettre un petit peu hors de portée des caméras? Juste ce que j'ai vu entre-temps, parce que je me suis posé la question, je voulais partager sur le Discord. Quand tu te manifestes, les caméras ne te voient pas. Ah, ok. Tu sais, comme les sorts d'invisibilité où tu as la version normale qui affecte pas les caméras, puis c'est une version spéciale plus compliquée pour que ça puisse marcher sur les caméras. Là, c'est un petit peu pareil. La manifestation, c'est un truc magique. Les êtres vivants vont le percevoir, mais c'est pas tangible et ça n'existe pas vraiment, donc les caméras le voient pas. Oui, effectivement. Par contre, il me semble. Alors, moi, en fait, je me trompe parce que moi, j'avais fait une scène où, en fait, le mec s'était manifesté et parlait à quelqu'un qui le voyait par une caméra. Donc, en fait, il le voyait pas vraiment, mais il pouvait quand même lui parler parce que, tu vois, l'échange avait quand même lieu. Mais effectivement, la caméra enregistrait pas sa présence et le son, bah oui. Tu peux parler, j'imagine que tu dois pas pouvoir parler à travers un micro technique. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça, finalement, ouais. Dans ces détails, ça dit pas clairement non plus si tu perçois mieux ou pas, parce que tu restes quand même de base sur le plan astral. Donc je sais pas si tu perçois mieux le plan physique ou même pas en fait. J'ai pas trouvé d'infos. Ah ouais, moi, j'ai toujours assumé quand tu te manifestais, comme t'apparaissais dans le plan physique, de ce coup, tu voyais le plan physique pour ce qu'il était, en fait. C'est-à-dire que tu changeais de plan, tu faisais l'inverse d'une projection astrale, en fait. Tu reviens dans le plan physique. Non, tu changes pas de plan. Ouais, ok, d'accord. On peut pas, t'es intangible dans le physique, on peut toujours te taper dessus dans l'astral. Donc pour la perception, ils expliquent pas, mais je suis même pas sûr que ça aide. Je sais pas. Ah, Vu que les caméras te voient pas, ça semblerait pas forcément déconnant qu'en termes de perception, ça change pas grand chose. Ouais, en gros, ça permet juste de se montrer à quelqu'un, mais c'est tout. Et de communiquer avec lui, ouais. Je sais pas trop. Ce que je vais dire, moi, du coup, c'est que tu te manifestes, que tu as une vision qui ressemble plus au plan physique, mais qui reste quand même très perturbée par l'astral, en fait. Donc, tu as une vision, en gros, c'est l'équivalent de tu t'es frotté les yeux à mort, tu viens de les ouvrir, quoi. Donc, en fait, tu vois mieux la réalité physique, mais elle est quand même vachement déformée. Ok. Au lieu de voir l'aura de quelqu'un, tu vois bien sa forme physique. Bon, dans tous les cas, est-ce que ça aurait une utilité? Parce que vu que les drones sont déjà passés, au Mais de final... toute façon, non, les drones sont pas rentrés dans la porte, hein. On peut passer la porte pour l'instant. Je vais vous mettre sur le petit plan, ça va vous aider un peu, bougez pas. Je vais activer le petit plan. Ah, il y a des choses qui apparaissent. En gros, la porte en question est au niveau 19. Voilà, là où il y a ta souris, Bachar. Je vais faire un ping, donc c'est là où vous êtes. Il y a la seconde porte qui a repéré aussi le drone. Donc toi, t'es au niveau de la première, Bachar. Le RI, Nous, on est au niveau du 17, c'est ça?
Non, enfin, alors oui, physiquement en fait, alors vous êtes Physiquement, hors du plan. Vous êtes encore de l'autre côté, Ouais. enfin voilà. Ok. Vous êtes encore de l'autre côté du plan, mais vous êtes en gros au 17, ouais. Enfin, dans la direction du 17. Toi, t'es bloqué ici par la porte, tu peux pas rentrer parce qu'elle est couverte de bactéries. Et là, il y a une seconde porte qui a repéré le drone. Ouais, donc du coup, mais les drones, enfin les caméras, elles sont où du coup? Bah, elles sont indiquées sur la carte. C'est les deux RI, Ouais, ouais. de RI. Oui, c'est les deux RI, ouais, on est bien d'accord. Mais du coup, les drones ont bien été jusque-là pour les voir. Mais ils sont devant la porte, pas derrière. Oui, mais moi, je peux pas passer derrière à cause des bactéries ici. Bah oui, c'est ce que je dis. Oui. Parce que je croyais que tu me disais que tu voulais passer derrière la porte pour faire plus de repérage en fait. Donc je déclare. Non, je dis justement que je peux pas. Oh, ok, bon, c'est pas compris. On s'est mal compris en fait. Moi, je disais que ça sert à... Je peux m'amuser à y aller et manifester par là, mais je verrai rien de plus que ce qu'ont déjà vu les drones. Non, tu verras rien de plus, non. C'est ça. Donc ça sert à rien que... donc le mieux que je puisse faire, c'est regarder un petit peu la barricade, parce que j'imagine qu'il faut qu'on la défasse pour passer. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est ça, c'est que je vais commencer à regarder, essayer d'analyser les trucs et surtout regarder s'il y a des choses qui pourraient péter dedans, quoi. Bah ça, moi je vous les indique sur vos affichages où sont les mines que j'ai repérées. Oui, c'est vrai que tu avais repéré ça aussi. Oui, bah voilà, bah donc du coup j'essaye. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour désamorcer ces mines? Alors ce que tu peux faire toi, c'est un test de perception. En fait, ce que je veux dire, quand tu réintègres ton corps et tu utilises vos comlinks et vos appareils pour regarder tous les flux vidéo enregistrés par les drones déployés par Gentle. Enfin, ce que je veux faire, c'est commencer à ouvrir la barricade pour pouvoir passer, quoi. Ouais. Oui, mais déjà, avant de l'ouvrir, tu vas repérer où est-ce que sont les pièges, quoi. Donc tu vas regarder les flux Oui, c'est vidéo, voilà, quoi. Et ouais, ok. Donc je fais perception, quoi. Oui, du coup, ça a la perception. Alors, yeah. Alors, donc ça va être ton action. Tu vas regarder, en fait, tu vas d'abord analyser tous les flux vidéo de la barricade pour repérer les différents explosifs et mines, et puis t'assurer que la caméra en ait raté aucun. Et donc ça va prendre un peu de temps. Enkidu, on va revenir dans 2 secondes. Gentle, avant que je repasse dans la matrice, tu veux faire quoi, toi? Alors est-ce que c'est des mines que je me sens... Enfin, quelle difficulté j'estime pour les désamorcer? J'imagine qu'elles sont pas à câble. Dans Anarchy, il n'y a pas de démolition dans mes souvenirs, donc ça va être arme lourde, non? L'arme la compétence, ou ingénierie, je pense, non? J'ai ingénierie, ouais, mais je suis pas très très fort en ingénierie, loin de là. Bon, le but n'est pas de faire 20 succès, mais c'est plutôt pour qualifier à quel point tu seras confiant dans ton analyse. Donc vas-y, fais un test d'ingénierie pour un peu évaluer le travail. Alors, ingénierie... Hop... Non, c'est un succès. Alors, ok, donc je vais... alors, t'es pas méga confiant, mais c'est quand même pas de la haute technologie, hein. C'était quand même un truc... Enfin, côté Cyder Group, il y a quelques mines qui ont dû être posées par Cyder Group que tu penses être un peu plus difficile à désamorcer, mais en fait tu connais pas les codes d'accès, mais tu connais les bonnes pratiques. Tu sais que ah ouais, non mais vraiment quand on a déployé les mines de ce type-là, il y a ça et ça, donc tu penses qu'avec un peu de trapper comment ça marchait c'est l'air groupe et un peu de finesse, tu veux y arriver. Les mines ou les pièges qui sont devant la barrière côté Kreuzheim, ça c'est un peu plus artisanal. Tu penses pas que ce sera très dur à désamorcer. Par contre, le risque, c'est le côté un peu... il se peut que la bombe était pas stable, quoi, ou alors il se peut que, en fait, toi, tu t'enlèves le fil rouge parce que tu penses que c'est le fil rouge qu'il fallait enlever, mais en fait, le mec qui avait fait la bombe, il était daltonien, donc il a inversé les couleurs, quoi. C'est ça le risque que tu prends avec l'autre. Par contre, c'est pas... il y a toujours un petit risque, hein, mais ça te paraît pas surhumain de désamorcer ça. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chumeurs.